Haïtiens, mes frères, salut. Haïtiennes, mes sœurs, salut. Mon pam, c'est Pierre Jean-Félix. Je vous apporte un message. Le titre, La destruction d'une nation, la résilience d'un peuple. En quelques phrases, je vais résumer pour vous notre histoire en tant qu'un peuple en situation et essayer d'offrir quelques solutions. Premièrement, en tout premier lieu, nous allons identifier le problème. 2. Je vais vous proposer une solution à la crise. 3. Je vais recommander une formule immuable pour traiter avec l'international. 3. Je vais recommander une formule immuable pour traiter avec l'international. 4. Finalement, nous nous référerons à notre histoire pour étayer et expliquer avec des exemples à l'appui les suggestions et les recommandations que je vais vous soumettre. En 1804, l'Union nous a donné l'indépendance. En 1804, l'Union nous a donné l'indépendance. En 1915, la division nous a apporté l'occupation. Je répète, en 1804, l'Union nous a donné l'indépendance. En 1915, la division nous a apporté l'occupation. Aujourd'hui, la nation est en danger à cause d'un groupe d'hommes armés qu'on appelle les bandits. Qui est responsable de cette situation ou qui sont responsables de cette situation? Réponse, les politiciens haïtiens. Ils sont les seuls responsables des malheurs du pays. Ce ne sont pas les Américains, non. Ce ne sont pas les Canadiens non plus. Ce ne sont pas les Français. Si moun kay pa avant nous, moun dehors pas ka acheter. Nous allons prendre un simple exemple que tout le monde comprendra. Imaginons un instant que votre voisin vient chez vous et vous apporte un gallon de gasoline avec une boîte d'allumettes. Il vous conseille de brûler votre maison et que ce serait une très bonne idée pour protéger votre famille. Si vous suivez le conseil de votre voisin et brûlez votre maison, quand votre famille se trouve sans abri, n'accusez pas le voisin. L'incident de votre maison, l'incendie de votre maison était votre décision. Si votre famille se trouve maintenant jetée dans la rue, vous êtes le seul responsable. Maintenant, prenons un exemple pratique, parce que c'est réel. Cela se passe chaque jour dans le pays. Chaque fois que l'international veut prendre une décision contre le pays, ils doivent passer par un Haïtien en charge. Exemple, Ariel Henry, qui plus d'une fois a demandé à travers ses discours dans les grandes instances internationales qu'une force étrangère vienne occuper le pays. Ou encore, ils peuvent passer par un groupe d'Haïtiens. Exemple, le CPT, dont chaque membre devait accepter par écrit et signer une note demandant le débarquement de soldats étrangers sur la terre de nos ancêtres avant d'être admis comme conseiller présidentiel. Parce que l'international sait très bien qu'ils n'ont pas le droit de décider, de s'immiscer dans les affaires internes d'un pays souverain. Cependant, les dirigeants haïtiens acceptent toujours, la tête baissée, le dos courbé, les décisions proposées par le blanc, comme du temps de la colonie. Qui pisait, ces dirigeants savent très bien que les propositions du blanc seront contre les intérêts du peuple haïtien. Mais ils s'en foutent pas mal. Il faut obéir au blanc. Quel est le problème? Tout le monde le sait. La réponse. Insécurité. Question. Pourquoi Ariel Henry, Gary Coney, Didier Fils-Aimé, Léon Charles, France LB, Nomil Rameau, tous, aucun d'entre eux n'a jamais ordonné un vrai assaut sur les bandits.
aucun d'entre eux n'a jamais eu à ordonner un vrai assaut sur les bandits. Pourquoi, malgré les sorties répétées, les diverses missions de la police ne se sont jamais soldées par la mort d'un chef de gang? Réponse: parce que c'est le fruit défendu. La mort de chef de gang, c'est le fruit défendu par l'international. Ils peuvent tuer tous les bandits, excepté les chefs comme Barbecue, Iso, Tilapli, Vitellum, etc. Pour la même raison, l'international ne veut pas que l'armée participe à la lutte contre les bandits. D'ailleurs, il y a 2 semaines de cela, l'armée d'Haïti avait arrêté 2 bandits. Dans les minutes qui suivent, 2 agents de l'ambassade américaine sont venus les récupérer. Devant l'hésitation des officiers de l'armée à libérer ces bandits, un des agents de l'ambassade a appelé quelqu'un au téléphone et en moins de 5 minutes, le chef de l'armée a appelé l'un des officiers et lui intima l'ordre formel de remettre les bandits aux agents de l'ambassade immédiatement, ce qu'ils ont fait malgré eux. Un autre fait saillant qui mérite d'être reporté est le dernier massacre qui a eu lieu au Waf de Jérémie. Le massacre a duré 6 jours, on rapporte. Plus de 200 personnes ont été tuées, on rapporte. Où était la police? Posons un instant que la police ne savait pas durant le premier jour. Où était la police durant la période allant du 2e au 6e jour? Même après le massacre, ils n'ont pas réagi. Question: où sont les cadavres de ces 200 morts? Quand ont eu lieu les funérailles? Est-ce que c'était fait subrepticement? Je ne sais pas. Si quelqu'un veut m'éclairer, je l'apprécierais. Comment expliquer qu'après le massacre, des centaines de gens sont sortis dans la rue pour manifester en faveur de Nicanor, l'homme qui vient de tuer leur grand-père et leur grand-mère et qui a mis des larmes dans leurs yeux? Question: est-ce une mise en scène pour influencer les décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies? Je ne sais pas parce que je n'ai pas d'accès aux informations. Je n'ai pas de réponse. Cependant, les gros bonnets de la police, le CPT et les oligarques ont la réponse parce qu'ils sont dans le secret des dieux. Comme nous le savons, le gouvernement n'a fait que sortir une banale note déplorant ce qui s'est passé. De plus, l'international n'a pas tardé à publier le massacre. On dirait que la note était écrite bien avant le massacre, déposée sur un bureau, et ils attendaient seulement un signal venant d'Haïti avant la publication du fait accompli. Maintenant, la solution à la crise actuelle. Nous sommes dans une impasse. Grand A, choisissons une femme comme présidente provisoire ou première ministre. Comme condition, elle doit être une professionnelle avec un casier judiciaire vierge. Elle n'a jamais été accusée ou suspectée de vol ou de corruption. Elle n'était pas dans la politique et son mari ou compagnon n'est pas un politicien. Il n'y a pas de politicien dans sa famille, c'est-à-dire père, mère, frère, sœur, etc. Elle n'est pas détentrice d'une green card. Elle n'a pas de compte en banque étrangère. Elle est haïtienne et n'a pas renoncé à sa nationalité. Je suis sûr que cette personne existe quelque part en Haïti. Grand B. Pas d'homme comme premier ministre ou président provisoire. Ils peuvent être secrétaires d'État, directeurs, etc. Mais ils doivent être âgés de moins de 41 ans. Exception. Tout le monde le sait. Presque toutes les règles ont des exceptions. Dans cette situation aussi, faisons exception. J'aurais suggéré quelques hommes et une femme qui, ces derniers temps, se sont distingués en se plaçant en première ligne dans la lutte pour la nouvelle indépendance. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres, mais je ne les connais pas, c'est pourquoi je ne les ai pas mentionnés ici. D'ailleurs, je fais seulement des suggestions.
ce ne sont pas des recommandations. 1. Muscadin peut être un bon chef de police. 2. Guy Philippe peut être un chef de l'armée. Dominique Dupuis, secrétaire d'État des Affaires étrangères. Himmler Rébu, secrétaire d'État de l'Intérieur et de la Défense nationale. Michel Sokar, secrétaire d'État de l'Éducation nationale. Stanley Lucas, secrétaire d'État à l'Information. Maintenant, la formule. Quand nous, les Haïtiens, nous décidons une marche à suivre pour notre pays, si l'international applaudit et nous encourage à continuer dans cette voie, c'est qu'elle n'est pas bonne pour nous, pas bonne pour le pays. Arrêtons-nous immédiatement et faisons volte-face. Larguez la terre courir. Je répète, arrêtons-nous immédiatement et faisons volte-face. Larguez la terre, larguez projet à terre courir. Ce n'est pas bon pour nous. Le contraire est aussi vrai. Si en tant que peuple, nous décidons d'entreprendre un projet quelconque pour la nation et que l'international nous désapprouve ou s'y oppose, continuons avec ce projet. Cela signifie que nous sommes sur la bonne voie. Preuve, exemple, le projet KPK. Les politiciens et l'international n'étaient pas d'accord et ils ont tout fait pour arrêter les travaux. Mais nous avons persisté en tant que peuple libre et aujourd'hui nous avons notre canal, symbole de l'union. Si nous remontons dans notre histoire, nous voyons que nous avions eu des périodes difficiles comme tous les autres peuples. Mais ces derniers temps sont les pires que nous ayons connus et le calvaire continue. Que s'est-il passé? Que se passe-t-il? Réponse, la patrie est en danger. En quoi consiste ce danger? Encore l'insécurité. Une insécurité fabriquée et dirigée par une autre contrôle. Pourquoi cette insécurité? D'où vient-elle? La réponse est complexe. Donc, nous allons l'analyser, c'est-à-dire mettre à nu les différents aspects de cette réponse afin d'arriver à une conclusion valable, c'est-à-dire faire la lumière sur la situation. Actuellement, les familles haïtiennes ne peuvent pas habiter dans leur maison parce qu'elles y ont été chassées par des groupes d'hommes armés qu'on appelle les bandits. Parfois, après avoir chassé les familles, ils brûlent leurs maisons. Ils font aussi des enlèvements, kidnapping, et demandent aux familles des victimes des rançons exorbitantes pour la libération de ces victimes. Cependant, en regardant de près la situation, il paraît que les bandits ont reçu l'ordre de ralentir sur le kidnapping. Souvenez-vous qu'ils agissent par remote control. Ces bandits sont légion. Chaque groupe a son propre territoire. Ce qui est étrange, c'est que le gouvernement connaît la localisation de chaque groupe et le nom de chaque bandit, spécialement le nom de chef. Pourtant, ces groupes ne sont jamais inquiétés des réactions du gouvernement. Pourquoi? Parce que c'est le gouvernement, c'est-à-dire les politiciens, les anciens et actuels, qui sont responsables. Ils fournissent les armes dont disposent les bandits pour terroriser les familles. Ce qui veut dire que chaque chef de groupe a un parrain qui est ou bien un politicien ou bien un oligarque corrompu. C'est pourquoi, malgré toutes les fusillades durant leur échauffourée avec la police, nous répétons ici, aucun chef de bandit n'est jamais tombé, pas même capturé. Jusqu'à présent, on n'a jamais capturé un chef de bandit. Ces chefs de gang ne se cachent pas, pourtant. Au contraire, on les voit dans YouTube et autres médias, donnant des interviews. De plus, ils sont si à l'aise qu'ils annoncent toujours la prochaine zone où ils vont frapper, c'est-à-dire attaquer. Et ils tiennent toujours leurs promesses. Exemple, Pont-Sondé, Wak de Jérémie, Hôpital Bernard-Meuse, etc. Un autre aspect de la situation qui saute aux yeux, c'est que ces bandits ne sont pas riches. Ils vivent dans les ghettos, les bidonvilles, donc ils ne peuvent pas acheter les armes qu'ils utilisent, d'autant plus que ces armes coûtent très cher, car ce sont des armes modernes, des armes de guerre. Une seule arme peut coûter entre 4 000 et 10 000 dollars américains. Nous en voulons pour preuve la récente addition des fusils M82 à l'arsenal des bandits
alors que l'armée d'Haïti n'est pas permise d'acheter même un revolver de calibre 38 grâce à un embargo maintenu par le pays, sur le pays par les États-Unis. Ensuite, puisque Haïti ne fabrique pas d'armes, cela signifie que ces armes viennent de notre pays. D'autres personnes sont allées acheter ces armes et les apporter en Haïti pour la distribution aux bandits. D'après un dernier rapport international, au début de cette année, il y avait plus de 600 000 armes de guerre en Haïti. Nous sommes maintenant à la fin de l'année. Cela veut dire que ce nombre a déjà augmenté. Qui a intérêt à armer ces jeunes? Réponse, le système. Nous en reparlerons. D'abord les politiciens, ensuite les oligarques, chacun pour son propre intérêt. C'est pourquoi c'est une erreur de penser que tuer les bandits mettrait fin à l'insécurité. Ce serait comme un serpent dont on a coupé seulement la queue, car cette queue va repousser. D'ailleurs, en tuant les bandits, on rend service aux politiciens et aux oligarques parce que les bandits ne pourront plus les dévoiler comme ils commençaient à le faire maintenant. En réalité, les politiciens et les oligarques ont dans leur plan de tuer les bandits après les avoir utilisés afin qu'ils ne parlent et révèlent leur nom. D'où viennent ces armes? Les hommes riches d'Haïti, c'est-à-dire les politiciens et les oligarques, sont allés en Floride pour acheter ces armes. Ils sont riches grâce au trafic de drogue, trafic d'organes, blanchiment d'argent. En d'autres termes, ils utilisent l'argent du sang du peuple haïtien pour acheter ces armes qui vont tuer le peuple haïtien. Ils sont riches aussi à cause des kidnappings, parce qu'ils sont eux qui reçoivent l'argent des kidnappings. Afin de considérer la solution au problème, voyons les conséquences de cette insécurité. À côté des tueries, kidnappings et viols, il y a aussi vol à main armée, blocus des routes nationales, hold-up des camions de marchandises, haute trahison par les politiciens, destruction par Ariel Henry, sur l'ordre d'Ariel Henry, des grands projets d'infrastructure entamés par le président Jovenel Moïse, comme la destruction des génératrices pour l'électricité dans presque tout le pays, arrêt de la construction des routes. Les politiciens arrêtent l'entretien des routes et facilitent la destruction des principales routes nationales du pays. Ils ont même tenté de bloquer les grands travaux d'irrigation KPK pour le développement de l'agriculture qui étaient rendus moribondes par les valets du système et les oligarques. Maintenant, le monde entier sait que ces armes viennent des États-Unis. La question est, comment arrêter ce fléau, ce bain de sang permanent, comment prévenir cette décision aux enfers? Est-ce qu'on peut arrêter le trafic d'armes vers Haïti en provenance des États-Unis? Est-ce que nous pouvons contrôler nos ports, nos douanes et notre frontière? Pour le moment actuel, nous ne pouvons pas contrôler le flot d'armes venues des États-Unis. De même, il nous est difficile de contrôler notre frontière où passe presque la moitié des armes et munitions à destination d'Haïti. Ces deux pays, USA et République dominicaine, ne vont pas nous aider à le faire. D'ailleurs, s'ils le voulaient, ils l'auraient déjà fait. N'espérons aucune aide de ces deux pays parce que le trafic d'armes est dans leurs intérêts. Les USA le font strictement pour business et pour contrôler le peuple. Notre voisin le fait pour nous maintenir déstabilisés, de ce fait, plus de touristes en Haïti, et aussi pour nous maintenir dans un état de faiblesse permanente. Il est bon à ce sujet de nous rappeler que les pays n'ont pas d'amis, les pays ont des intérêts. Et c'est ce qui se joue aujourd'hui en Haïti. Cependant, toutes les solutions à ce trafic d'armes sont bien difficiles ou bien impossibles à cause d'un problème interne qui a commencé chez nous au lendemain de la déclaration d'indépendance et qui continue encore aujourd'hui, après 2 siècles, à ronger la société haïtienne. Ce problème, c'est la division. Nous avons commis le péché mortel de nous diviser
alors que durant la période révolutionnaire de notre histoire, dans notre drapeau, sous les armes de la République, nous avions inscrit l'union fait la force. Maintenant, à cause de cette division, nous sommes devenus faibles. Nous étions déjà faibles parce que nous ne sommes pas riches et nous n'avons pas d'armes. Mais cette division nous a rendus beaucoup plus faibles lorsque nous comprenons que la nation est en train de faire face à des ennemis puissants, les uns plus dangereux que les autres. Maintenant, parlons un peu de l'importance de l'union pour un peuple. Avec un exemple. Les États-Unis ont bâti leur pays sur l'union comme la nôtre. Les Américains croient tellement dans leur union que chaque année, le président en fonction doit rapporter au Congrès et à la nation l'état de l'union. Ils veulent être sûrs que l'union des États est toujours ferme et solide. Même la Bible nous a avertis contre la division. Marc 3, verset 25, « Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut pas subsister. » Les anglo-saxons reconnaissent aussi l'importance de l'union. Ils disent « United we stand, divided we fall ». Traduction littérale. Si nous sommes unis, nous resterons debout. Mais si nous sommes divisés, nous tomberons. Si nous unis, nous campé. Si nous divisés, nous tombé. Maintenant que nous avons achevé la plaidoirie pour l'union, voyons la condition sine qua non pour le succès de l'union. Je répète, la condition sine qua non pour le succès de l'union. Toutes les forces en présence doivent être assises autour d'une même table pour dialoguer et négocier. Je répète, toutes les forces en présence dans le pays doivent être assises autour d'une même table pour dialoguer et négocier. Quelles sont ces forces? À la porte, nous voyons les politiciens, c'est-à-dire les chefs de parti, les gros bonnets. Ensuite, les oligarques corrompus ou non. Puis viennent les groupes armés, surnommés les bandits. Nous reviendrons sur les bandits. Continuons la liste. Nous avons aussi les prêtres, les pasteurs, les religieuses, les vaudouisants, les enseignants, les hauts gradés de l'armée et de la police, les agents de BESAP, les représentants de la bourgeoisie traditionnelle, les représentants de la bourgeoisie réactionnaire, les représentants du commerce et de l'industrie. Il faut aussi mentionner les conseils, les traîtres, les assoiffés du pouvoir, les anciens et nouveaux présidents, les anciens et nouveaux premiers ministres, l'actuel cabinet, les bons et les mauvais juges, la presse, spécialement les marchands de micros. En un mot, tous ceux qui, directement ou indirectement, ont une influence sur la vie nationale, qu'elle soit positive ou négative. Maintenant, parlons des chefs de groupe. Je veux dire Barbecue, Iso, Tilapli, Vite l'Homme, Jeff Canaan, Christla, Bouba, Mikano, etc. Et tous les autres. Tous, ils doivent être convoqués et admis à s'asseoir autour de la table. Sans eux, pas d'union. Je répète, tous, ils doivent être convoqués et admis à s'asseoir autour de la table. Sans eux, pas d'union. Et sans union, pas de sécurité. Je sais que certains d'entre vous vont s'opposer à l'admission des bandits sur la table, autour de la table, et vont crier justice. Ils vont demander justice. À cela, je répondrai, nous n'avons pas de nation actuellement. Le pays est à genoux. Comment avoir un département de justice si nous n'avons pas un pays qui fonctionne normalement? La nation avant tout. Relevons d'abord le pays qui est à genoux. Ensuite, nous pourrons penser à un département de justice. Pour cette raison, l'union doit être inclusive. Personne ne doit être laissé dehors. Si nous ne les admettons pas, ces bandits, le système les admettra. Et nos efforts pour l'union seront nuls. Qui pis est, le système les utilisera contre nous pour empêcher l'union. En réalité, le système est déjà en train de les acheter, tous au détriment de la nation. Je suis sûr que de nos jours, tout le monde connaît la signification de ces trois lettres, CIA. On l'appelle aussi le gouvernement invisible des États-Unis. Pour que l'union réussisse,
Il faut que tous les fils de la nation, bons ou mauvais, se retrouvent autour de la table. D'ailleurs, le système a déjà recruté Barbecue, Vite et l'Homme et qui sait combien d'autres. Cela prouve que le système est intelligent. Donc ne soyons pas moins intelligents que le système. En fait, pour survivre, le plus faible doit être le plus malin. Dans cette situation, nous sommes les plus faibles. Donc, soyons les plus malins. C'est-à-dire, utilisons notre cerveau. Commençons par chercher et admettre les brebis perdues, comme le bon berger qui a laissé son troupeau pour aller à la recherche d'une seule brebis perdue. Luc 15, versets 3 à 17. Il nous faudra une table similaire à celle que nous voyons dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Répétons-le, tous les chefs ou représentants, sans distinction, doivent être invités et admis à s'asseoir autour de la table. Au beau milieu, nous plaçons notre bicolore. Et au frontispice de la salle des séances, nous devons écrire qu'ici, l'on bannisse tout soupçon et que s'évanouisse toute crainte. Pour répéter les paroles de mon professeur de sciences sociales, Maître Isidore. Alors, les représentants devront mettre de côté les différends qui les divisent, spécialement les tueries, les incendies, les viols, les vols, les complots, les trahisons, les massacres, etc., commis par les bandits, les politiciens et les oligarques, et se concentrer sur le point d'intérêt général, le point commun qui doit être à l'ordre du jour, l'union. Le dialogue doit être franc et sincère afin de déboucher sur une négociation. Pas d'accusation. Méfiez-vous des opposants, des accusateurs. Ils sont payés d'avance par le système pour semer la discorde et prévenir l'union. Parce que notre union signifiera la fin du système. Je répète, notre union signifiera la fin du système. Un mot à ceux qui auront refusé de s'asseoir autour de la table, le bateau partira sans eux. Plan B. Si malgré tous les efforts de ceux-là qui sont bien intentionnés, l'union a échoué, passons au plan B. Le peuple doit sortir dans la rue à la manière de Sri Lanka. À ce point, nous allons nous référer à l'histoire pour convaincre les sceptiques et les pessimistes. Mais avant de nous plonger dans le grand océan de l'histoire, il est bon de rappeler à ceux qui ne le savent pas encore qu'un peuple qui ignore son histoire ou oublie son histoire est condamné à répéter les erreurs du passé. Je le répète, un peuple qui ignore ou oublie son histoire est condamné à répéter les erreurs du passé. Leçon d'histoire. Plaidoirie pour une femme comme présidente provisoire. En 1990, une femme haïtienne du nom d'Erta Pascal Pouillot a été choisie comme présidente provisoire pour organiser et réaliser les élections dans le pays. C'était une des rares fois, si ce n'est la première fois, que le pays est connu des élections libres, honnêtes et démocratiques. Elle a réussi à délivrer le pays des difficultés toujours liées aux transitions. Cependant, sa mission n'était pas facile à cause des nombreux obstacles jetés sur sa route par les assoiffés du pouvoir et les éternels ennemis du peuple haïtien. Elle a même échappé à une tentative de coup d'État et d'assassinat. Mais malgré les pressions de toutes parts, malgré vents et marées, elle a tenu bon et elle a amené le bateau à bon port. Les élections ont eu lieu et un prêtre du nom de Jean-Bertrand Aristide a remporté la victoire grâce à la persévérance et la ténacité de Madame Touillot. Donc, leçon d'histoire. L'histoire nous a prouvé que la première fois qu'une femme était au timon des affaires, tout était bien passé. Cela signifie que nous pouvons prendre encore une chance avec une femme. D'ailleurs, l'histoire générale nous a aussi prouvé que les femmes se sont toujours distinguées et se sont acquittées avec honneur et satisfaction lorsqu'elles sont placées au timon des affaires de leur pays ou bien lorsqu'elles participent à une activité quelconque pour le bien de leur pays et leur peuple. Nous pouvons citer quelques-unes qui nous viennent en mémoire. Gandhi aux Indes, Golda Meir en Israël,
Angela Merkel en Allemagne, Margaret Thatcher en Angleterre, Sanit Belair à Saint-Domingue, Marie-Jeanne à la Crête à Pierrot, Eta Pascal Trouillot en Haïti, Wildine Pierre KPK en Haïti, Dominique Dupuis en Haïti, Cécile Fatima, la fameuse prêtresse du Bois Caïman. Toutes ont agi avec patriotisme. Elles ont fait de leur mieux pour leur pays et ont rempli jusqu'au bout leur mission. Toutes, elles sont entrées debout dans l'histoire. Qu'on le veuille ou pas, les faits sont là et l'histoire a retenu. Continuons. Maintenant, une leçon d'histoire concernant la division, les méfaits de la division. Conséquence de la division, l'occupation américaine. Durant la deuxième moitié du 19e siècle, les théoriciens au pouvoir, comme on les appelait, avaient sonné l'alarme contre les luttes intestines, la division des différentes classes en présence et qui ne cessaient de se battre pour le pouvoir. C'était la théorie au toi que je m'y mette. Personne n'entendait, voire écoutait les théoriciens qui ne cessaient de prédire une occupation étrangère. De 1911 à 1915, la division a atteint une apogée. Le pays a connu 6 présidents. C'était une totale désunion. C'était le chaos, pour ne pas dire l'anarchie. Les Haïtiens continuent à se quereller et à se battre jusqu'au jour où il devient trop tard. Le 28 juillet 1915, à son réveil, le peuple haïtien vient d'apprendre avec horreur le débarquement de l'armée américaine dans la capitale du pays. Pendant les prochaines 19 années, les massacres, les viols, le racisme, les exactions de toutes sortes seront monnaie courante sur toute l'étendue du territoire national. Qu'on l'admette ou pas, le pays souffre encore aujourd'hui des conséquences et des séquelles de cette brutale occupation. Elles étaient à la fois immorales et contre le développement intellectuel du peuple. Si nous n'étions pas divisés, si nous ne nous battions pas, l'occupation n'aurait pas lieu. Je répète, si nous n'étions pas divisés, si nous ne nous battions pas, l'occupation n'aurait pas lieu. C'est la leçon de l'histoire. Maintenant, leçon d'histoire, une division qui a débouché sur l'union. L'histoire nous rapporte que durant l'époque coloniale, les démarcations sociales à Saint-Domingue étaient très nettes entre les classes en présence, les colons blancs, les affranchis et les esclaves. À la faveur de la Révolution française qui éclata en 1789 et qui claironnait que tous les hommes naissent et demeurent égaux en droit, les affranchis à Saint-Domingue ont commencé à demander l'égalité devant la loi. C'est-à-dire, ils voulaient jouir les mêmes droits civiques et politiques que les colons blancs. Cela a conduit à une vraie lutte armée entre les deux classes. L'histoire rapporte cette époque sous le nom de l'affaire Auger et Chavannes. Face aux colons blancs et 1500 miliciens de la métropole, les affranchis furent battus parce qu'ils étaient en minorité. À ce moment, ils comprirent que seuls ils ne pouvaient pas faire face aux blancs. Alors, ils vont faire appel à une autre force, aux nouveaux libres, c'est-à-dire les anciens esclaves, pour les aider dans leur lutte contre les blancs. Dans une seconde bataille, ils revinrent à la charge avec le concours de 300 nouveaux libres et ils ont remporté la victoire sur les colons blancs. C'était l'une des premières unions de deux classes opposées dans la colonie. Les anciens libres et les nouveaux libres s'en souviendront lors du congrès de la Caille où ils auront scellé l'union des Noirs et des Mulattes pour libérer Saint-Domingue. Disons en passant que Auger et Chavannes n'ont pas vu la fin de la deuxième bataille. La dernière bataille, Auger et Chavannes ne l'ont pas vu parce qu'ils étaient condamnés au supplice de la roue. Leçon d'histoire. Le salaire de la division, les bénéfices de l'union. La guerre du Sud, juin 1789, juillet 1800.
Les retombées de la Révolution française à Saint-Domingue ont mis la colonie à feu et à sang. Avec l'affaire Galbo, la majorité des colons blancs sont partis vers les États-Unis. Comme conséquence, deux classes vinrent se trouver face à face dans la colonie. Les anciens libres avec Rigaud à la tête et les nouveaux libres avec Toussaint à leur tête. Face à cette situation explosive qui régnait dans la colonie depuis 1789 et qui ressemblait à un baril de poudre prêt à exploser, la métropole envoya des commissaires avec la mission de rétablir l'ordre dans la colonie. Le dernier en date fut Hédouville. Les commissaires ont tous échoué dans leur mission. Cependant, avant de partir, Hédouville a pris soin de semer la discorde entre Toussaint et Rigaud. Il les a divisés. Encore la même vieille stratégie des grandes puissances. Puisque Toussaint représentait le nord et Rigaud représentait le sud, cette division entre les deux chefs, liée à une cause occasionnelle, l'incident de Corail, va déboucher sur ce que l'histoire désigne sous le nom de la guerre du Sud. Ce fut un événement malheureux qui fit périr entre 10 000 et 15 000 personnes. Quelle était la cause de la guerre du Sud? C'était la lutte de deux classes pour la prépondérance à Saint-Domingue, c'est-à-dire division en deux classes qui étaient en face. Au congrès de la CAE, Dessalines et Pétion, c'est-à-dire anciens et nouveaux libres, ont décidé de mettre de côté leurs différends et de s'unir contre l'ennemi commun. Les nouveaux libres devront mettre de côté la trahison des affranchis, c'est-à-dire le massacre des Suisses aux yeux des affranchis qui les ont trahis. Ceux-là ont abandonné les Noirs qui les avaient aidés à combattre les Blancs, et ces Noirs furent arrêtés et massacrés par les Blancs au Mont Saint-Nicolas. Les nouveaux libres devaient aussi passer des points sur le fait qu'ils étaient méprisés par les affranchis. Les nouveaux livres devaient aussi mettre de côté le fait que certains affranchis étaient revenus dans la colonie avec l'armée expéditionnaire de Napoléon Bonaparte et ils ont combattu à côté des soldats français au début de la guerre de l'indépendance, spécialement durant le siège de la Crête à Pirou. En parenthèse, Pétion et ses partisans. La même chose chez les affranchis. Ils devaient aussi passer les punches sur les exactions et les atrocités de l'armée de Toussaint, de l'armée indigène, durant la guerre du Sud sur la population de couleur, spécialement à Jacmel. Après les discussions et les réconciliations, l'union a pris naissance. C'est pourquoi, en regardant notre drapeau, sous les armes de la République, nous pouvons lire « L'union fait la force ». Pour les deux classes, cette devise avait une signification. C'était leur force. Leçon d'histoire. Puisque l'histoire nous rapporte que l'union fit la force pour nos ancêtres, elle peut faire encore la force aujourd'hui pour nous. L'histoire est une science. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Cela veut dire que si l'union fit la force en 1803, elle fera encore la force aujourd'hui. D'ailleurs, c'est notre seule force puisque nous ne sommes pas riches grâce à nos voleurs et nous n'avons pas d'armes grâce au système. Ok. Leçon d'histoire. Échec du collège de 1957. Le 6 décembre 1950, Paul-Eugène Magloire fut élu président d'Haïti. Son mandat prit fin le 6 décembre 1956. Le 13 décembre 1956, il fut démissionné de l'armée d'Haïti. Le juge Joseph Neumond Pierre-Louis de la Cour de cassation devint le président provisoire. Du 13 décembre 1956 au 6 avril 1957, pendant les 4 mois qui suivent le départ de Paul-Eugène Magloire, les Haïtiens commençaient déjà à se battre pour le pouvoir. À un moment de la durée, le président provisoire a dû démissionner et le 6 avril 1957, ils ont fondé un conseil exécutif de gouvernement que le peuple surnommait le collège. Comme pour le conseil présidentiel d'aujourd'hui, tous les partis y étaient représentés. Cependant, les membres du conseil de gouvernement ne pouvaient pas s'entendre
et le conseil n'a duré que quelques semaines. Question. Si le conseil de gouvernement de 1957 n'a pas subsisté, quelle garantie avons-nous que ce conseil présidentiel de 2024 réussira? L'histoire. Question d'histoire. Si le conseil de gouvernement de 1957 n'a pas pu subsister, quelle garantie avons-nous que ce conseil présidentiel de 2024 réussira? D'ailleurs, les membres du conseil de 1957, d'après l'histoire, n'avaient rien à se reprocher. Ils n'avaient pas de démêlés avec la police. Ils n'étaient pas des criminels. Ils n'avaient pas tué. Ils avaient une certaine valeur morale. On n'avait pas entendu leur nom cité dans les entreprises louches en association avec des bandits comme nos actuels conseillers présidentiels. Ils n'avaient pas de dossier dans le département de la justice, contrairement aux conseillers présidentiels d'aujourd'hui. Ils n'étaient pas corrompus. C'est tout juste le contraire pour le CPT d'aujourd'hui. Chaque membre dans le CPTA gagne un gain en eau Kaofev. A commencer avec l'ancien président de la Banque centrale qui a vendu la maigre réserve d'or du pays, en passant par les 3 inculpés, et maintenant l'un d'eux est suspecté de meurtre, sans compter les exactions des autres membres qui n'ont pas encore émergé. Ils sont tous coupables en vertu de ce principe, les oiseaux de même plumage gazouillent ensemble. Même cabrit Tomasoyo, même plume, même plumage. Passez prendre, m'a passé chercher. La question qui se pose maintenant, est-ce que ces conseillers présidentiels sont bien intentionnés? Par leur comportement, c'est-à-dire par ce qu'ils ont fait, et surtout par ce qu'ils n'ont pas fait, nous pouvons déduire qu'ils ne sont pas bien intentionnés pour le pays. Alors, que font-ils au timon des affaires de ce pays? Est-ce qu'ils sont là parce qu'ils ont faim ou veulent-ils se refaire une santé économique? De toute façon, ils n'ont pas le pays dans leur agenda, encore moins le peuple haïtien. Preuve, pendant 8 mois, ils n'ont rien fait contre les bandits ou bien contre l'insécurité. Malgré tout, je souhaite qu'ils réussissent. Non pas pour eux, mais pour le pays. Je souhaite qu'ils réussissent pour le pays, pour le bien du pays. Parce que comme le peuple, souvent je vois qu'ils disent « nous bouquer ». Maintenant, disons quelques mots au sujet du système, le fameux système. Avant de finir, disons quelques mots au sujet du système. Un système est un ensemble d'éléments, de concepts reliés, organisés en une structure. Par analogie, c'est une organisation politique ou sociale. C'est le plan qu'on se fait et les moyens qu'on se propose d'employer pour atteindre un but ou pour réussir dans une entreprise quelconque. Dans le cas d'Haïti, le système est mis en place avec un plan bien déterminé. Contrôler la vie et le destin du peuple haïtien. L'emmener vers un point de non-retour. Faire d'Haïti une province de la République dominicaine. C'est pourquoi, je le répète, la patrie est en danger. Le système est très bien organisé. Il y a une hiérarchie. Au bas de l'échelle, dans la rue, nous avons les bandits. Dans le cas d'Haïti, ces bandits sont les bras du système. Ils sont là pour passer à l'action, pour agir. Ensuite viennent les politiciens haïtiens qui sont les valets du système. Ils sont là pour exécuter les moindres désirs du système, voire ses ordres. Les oligarques sont les gardiens du système en Haïti. Les maîtres du système se trouvent à Washington. C'est pourquoi, si le système voulait discontinuer cet état d'insécurité, cela ne prendrait pas 6 mois, cela ne prendrait pas 3 mois, cela ne prendrait même pas 1 mois. Cela prendrait seulement 1 heure. En 1 heure, all would be quiet on the Western Front. Comment cela se ferait? Ce ne serait pas un miracle. Ce serait seulement un simple appel téléphonique, un ordre, arrêter ses activités en Haïti. Ce serait comme une pluie sectorielle qui soudainement s'arrête et le soleil réapparaît. Encore une fois, pourquoi cette insécurité? Avant de répondre
à cette question, je vais vous présenter certains faits actuels ou historiques et à la fin, n'importe qui pourra deviner la réponse. 1. Le système ne veut pas qu'Haïti ait une armée. 2. Le système ne veut pas qu'Haïti reste indépendant. C'est pourquoi il y a quelques années, dans une réunion au Canada, sans les Haïtiens, ils ont décidé qu'Haïti doit être mis sous tutelle. C'est pourquoi aussi le système insiste pour qu'il y ait toujours des soldats étrangers en Haïti, tandis qu'il s'oppose au fait que le pays rebâtisse son armée. 3. Le système a mis un embargo d'armes contre l'armée d'Haïti, tandis que ce même système facilite le transport illégal d'armes de guerre modernes vers les bandits en Haïti. 4. Le système empêche l'armée de prendre part dans la lutte contre les bandits, alors qu'en réalité, ce n'est plus un problème relevant de la police, mais de l'armée. Si on avait permis à l'armée d'intervenir, le pays n'aurait pas atteint ce point de destruction, ce point de non-retour. 5. Ce même système a permis à l'armée dominicaine de s'armer jusqu'aux dents. Il possède des bateaux de guerre, des avions de guerre, des tanks, etc. Durant la Deuxième Guerre mondiale, les tanks utilisés par les armées pour envahir leurs voisins. Quand nous considérons que nous sommes les seuls voisins des Dominicains, on comprend que ces tanks sont là pour envahir Haïti le moment venu, c'est-à-dire quand toutes les conditions sont réunies. Quelles sont ces conditions? Réponse: la destruction du pays par ses propres fils, les dirigeants haïtiens. Tous ces dirigeants connaissent le plan, le but et l'intention du système. Mais ils ferment les yeux sur les quartiers détruits, les incendies, et se bouchent les oreilles contre les cris de désespoir du peuple qui sont supposés diriger et protéger. Tout ce qui les intéresse, c'est $1 et un visa. Pour eux, périssent les Haïtiens pourvu qu'ils sont maintenus au pouvoir. 6. Le système est en contact direct et constant avec les bandits. Conclusion. Haïtiennes mes sœurs, Haïtiens mes frères, ils ont déjà détruit notre nation. Maintenant, ils veulent nous détruire, ils veulent nous faire disparaître en tant que peuple. À ce tournant difficile de notre existence en tant que peuple, si nous ne nous unissons pas, nous disparaîtrons tous. Cependant, si nous serrons les rangs, si nous présentons un front commun à l'ennemi, c'est-à-dire politicien international, nous survivrons en tant que peuple et nous pourrons retrouver et rebâtir notre nation qui était détruite par les politiciens haïtiens aidés par le système. Finalement, sachez que cette division est maintenue et nourrie par le système. En effet, durant la première moitié du XXe siècle, un président américain a dit que la meilleure façon de contrôler ce peuple est de les diviser. En résumé, nous sommes en face de deux choix. Haïtiens mes frères, Haïtiennes mes sœurs, nous sommes en face de deux choix. Ou bien nous restons divisés, alors nous perdons notre République et disparaissons en tant que peuple libre, ou bien nous nous unissons, soudés par cette résilience dont nous avons fait preuve jusqu'à présent, et survivons afin qu'un jour, tous ensemble réunis, nous pouvons saluer une nouvelle indépendance. Merci.